principalement québécoise. Considérant le background de M. Caillé, je suis persuadé, et même le président de Junex, la semaine dernière en entrevue, a dit que... mais là, tu vas trop vite, là. Parce ils que là, ont tu de parles bonnes des chances. Joueurs, oui, mais... Tu parles trop vite, là. Parce que là, il faut mettre les choses en contexte. On va y aller. Mettre les choses en contexte. Là, on a expliqué... Vas-y, moi, je suis tellement dedans que... Ah ouais, toi, t'es dedans pas à peu près, puis je suis dedans comme toi aussi, mais on va y aller par étapes pour que nos amis à l'autre bout du micro, ils nous suivent, parce que, moi, vois-tu, j'ai tout monté un dossier... sur les joueurs, sur tous les joueurs. Oui, c'est ça. J'ai monté un dossier, j'ai bossé là-dessus toute la semaine. Et bon, regarde. Mais on va finir en établissant le fait qu'on est en train de se faire voler nos ressources naturelles. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Bon, là, on va revenir un petit peu en arrière. Daniel, on a vu comment Hydro-Québec s'est mis en place. Oui. On a un modèle sociétal. Hein? Oui. On a un modèle de société, une État-providence qu'on s'est donné, et on s'est donné des choses en commun, tous les Québécois. Oui. Hydro-Québec, la Société générale de financement, c'est l'héritage de l'équipe du tonnerre de Jean Lesage, 1962. Ça, c'est Jacques Parizeau, Société générale de financement, Parizeau, et Hydro-Québec qui a organisé le montage financier. Il était à l'époque sous-ministre libéral. Oui, puis Jacques Parizeau, le plus paradoxal, c'est qu'à l'époque des années 60 à 67, il n'était pas indépendantiste, il était fédéraliste. Oui. Il croyait au concept canadien. Et à un moment donné, comme on dit, le bris s'est fait en 1967 dans une conférence. Dans un voyage en train. En Alberta. Il a vu des choses qu'il n'a pas aimées. Il a entendu des choses qu'il n'a pas aimées. Au même moment, à Montréal, René Lévesque quittait le Parti libéral de Jean Lesage. Il y avait une scission parce qu'il voulait faire une souveraineté association. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Puis l'histoire, on peut pas la changer. C'est très important. C'est très important, la chronologie des événements. Très important. Donc, on a le Parti de Jean Lesage qui va perdre les élections devant Daniel Johnson. Oui. D'ailleurs, il était déjà perdu. Je pense qu'il avait perdu en 66 de mémoire. 66. Et en 65, on a créé un gros bas de laine pour les Québécois. Et puis ça l'a fait suer Ottawa. Incroyablement, Madame la ministre fédérale Madame Lamarche, a dit que vous créez la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Ben, le Québec se rapproche du nazisme. Elle avait dit qu'on s'en venait nazi. Mais ça, c'est récurrent dans l'histoire. Hein? Oui. L'étiquetage, la Société distincte du Québec par le ROC, le Rest of Canada. Donc, là, on met en place tous les outils. Parenthèse, je me souviens, pendant le référendum de 95, Joe Clark avait dit que si le oui pensait que le Québec deviendrait comme la Yougoslavie. Oui. Rien de moins. On sait ce que Bill Clinton a fait avec la Yougoslavie. Ça, c'est du nation building. Avec les forces de l'OTAN. Oui, c'est ça. Le bras militaire de l'oncle Sam. On connaît l'histoire maintenant. Mais ça pour dire que le Parti québécois va arriver au pouvoir en novembre 76. Ottawa. 15 novembre 76. Exact. Il voulait pas ça. Mais pourquoi il est arrivé au pouvoir? Parce que le Parti libéral de Robert Bourassa était là au pouvoir depuis avril 70. Mais il y avait eu une série de scandales. De corruption. Pas vrai, Daniel? Absolument. Sans arrêt. Ouais, et c'est en 74 qu'on a mis en place une commission d'enquête du crime organisé à cause du saccage des chantiers de la baie James avec un syndicaleux. Monsieur André Dédé Desjardins, de l'FTQ. Tu vois-tu, 30 ans plus tard, il y a comme des similitudes, Daniel. Ah, mon Dieu. C'est un euphémisme. C'est un euphémisme de le dire. C'est ça que le monde doit comprendre, là, ici, cher auditeur. Et le Parti québécois a été au pouvoir jusqu'en 85. René Lévesque a quitté. Parizeau avait quitté avant lui en 84. Avait démissionné. Qui a été remplacé par Pierre-Marc Johnson. Oui, ça, c'était la grosse qui est en fait le fils de Daniel Johnson de l'Union nationale. Le fils de Daniel Johnson père, le frère de Daniel Johnson du Parti libéral du Québec. Oublie pas qu'il n'y a jamais, il faut le dire aux auditeurs, Pierre-Marc Johnson n'a jamais été élu par suffrage universel. Daniel Johnson, son frère, son fils, juste le père à l'Union nationale. Absolument. C'est très important de le mentionner. Et puis, on a eu un parti qui s'en allait à la dérive. Le Parti québécois, à partir des années 87. C'est le Parti libéral de Robert Bourassa, ils sont revenus au pouvoir. Hein. Ils sont revenus au pouvoir en 85, 6 à peu près, je pense. 85. À peu près, ils sont revenus au pouvoir. Et bien là, après ça, revient Jacques Parizeau au pouvoir. Il reprend le collier. Puis il lance un second référendum. Mais là, on a des amis à Ottawa qui nous aiment beaucoup. Oui. Qui nous aiment beaucoup. beaucoup, qui viennent faire des love-in. Un love fest, Un love-in au centre-ville
de Montréal. Ouais. Dans le fond, c'est probablement le premier rave, ça. Le premier rave. Il y avait bien de l'ecstasy qui circulait en sous-main, effectivement. Et puis là, cher auditeur, il se préparait naturellement à la sortie des conservateurs. C'était fait depuis 93. Et dans le rang des partis conservateurs, il y avait un ancien ministre de l'Environnement, monsieur Jean Bouchard. Charest. Ben, Bouchard puis Jean Charest. Ah oui, effectivement. Et puis lui, ben, on l'a envoyé ici à la fin des années 90, régler le problème de la société distincte. Alors, il s'est retrouvé. Et là, on s'est retrouvé à la tête du Parti québécois et du Parti libéral, deux gens, deux personnes qui étaient anciens ministres de l'Environnement et qui étaient deux anciens conservateurs. Deux anciens poulains de Brian Mulroney. Il faut le faire, ici au Québec. Incroyable. Et Lucien Bouchard avait eu un rôle à jouer dans la campagne du référendum en 95. Il avait joué un rôle. Hein, important. Important quand même. C'est lui, en fait, qui avait pris les sondages avaient le bâton du pèlerin. Oui, c'est le cas de dire. Et qui avait pris la place de Jacques Parizeau dans une certaine mesure parce que les gens considéraient qu'il était plus charismatique que M. Parizeau. C'est aussi à sa maladie qu'il y avait eu, là, la bactérie mangeuse de chair dans sa jambe. Il y avait eu tout un capital de sympathie qui s'était fait envers Lucien Bouchard. Et ce qui nous amène aux années 90, où alors qu'il est premier ministre, il y a un débat très important au Québec qui s'appelle le débat public sur l'énergie. Débat public en 95. Oui. Qui a mené, PQ est au pouvoir. Le PQ est au pouvoir, qui a mené à des conclusions qui ont été très claires. Oui. Il y a eu un consensus social du milieu écologique. C'est ça. Du milieu écologique, du milieu syndical, du milieu politique. Tous les partis politiques avaient entériné les conclusions du débat public sur l'énergie. C'est ça. Qui avait été présidé par Alban Damour, qui a été après... l'ancien des Caisses Pop. L'ancien des Caisses Pop. Et puis, ces conclusions-là étaient très simples. Ce que ça disait, c'est que la priorité que les Québécois voulaient voir mettre de l'avant par Hydro-Québec et le gouvernement, c'était économie d'énergie, première chose. Efficacité énergétique, hein, aussi. Efficacité énergétique ensuite, et développement des énergies vertes. Et le gaz et le pétrole étaient dans le bas de la liste, parce qu'il fallait prioriser ce type d'énergie-là, c'est-à-dire on avait une catégorisation, une classification, une priorisation des énergies en partant des plus vertes vers les moins vertes. C'est ça. Et là, c'est important, sociétalement, on a fait le débat de société. On l'a fait, ce débat-là. Tout le monde a présenté des mémoires. Absolument. Tout le monde s'est fait entendre. Et c'était, ça a été, moi aussi, là-bas. Ça a été historique. Oui. Puis, là, M. Bouchard, de toute évidence, n'a pas accepté ces conclusions-là, qui avaient pourtant été entérinées par la population, par le gouvernement, par le Parti libéral. Et ils ont décidé, eux, M. Bouchard a décidé, à ce moment-là, de mettre la main sur le gaz métropolitain. C'est ça. 43% des actions et de faire en sorte que le président de Gaz Métropolitain... Là, la clique du gaz va suivre, là. Exactement. Elle va suivre, là. Elle va transférer du gaz métro, va s'en aller dans notre navire amiral d'Hydro-Québec, avec un personnage clé. Oui, André Caillé, qui était président d'Hydro-Québec. Exact. Qui était un ancien sous-ministre de l'Environnement, qui va devenir le président d'Hydro-Québec, c'est-à-dire qu'il était président de Gaz Métro, il va devenir président d'Hydro-Québec. C'est ça. Thierry Vandal, qui était chez Gaz Métro, qui va se retrouver VP Hydro-Québec Production. Monsieur Boulanger, qui vient de Gaz Métropolitain, qui va se retrouver chez Hydro-Québec Distribution. Et Monsieur Gourdeau, qui était aussi chez Gaz Métro, qui va devenir vérificateur général chez Hydro-Québec. Et c'était très comique parce que la semaine dernière, quand on a fait le forum sur l'énergie à l'Université du Québec, pendant que je parlais, j'ai tout illustré ça sur un écran géant, avec les photos des gens, d'où ils venaient, qui y sont. Et à un moment donné, j'ai montré la photo de M. Gourdeau. Après ma conférence, je suis sorti. Puis il y avait André Bellil de la QLPA qui était là. Il m'a dit... Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique. André Bellil, qui est aux avant-postes dans le dossier du gaz de schiste. En fait, c'est la QLPA qui a mené la bataille en premier. Et puis... André m'a dit, tu sais pas quoi? Il dit non. Il dit, pendant que tu as affiché les photos des gens et tout ça, il dit, on a vu quelqu'un faire un saut. C'est M. Gourdeau qui était dans le fond de la salle avec une secrétaire. Ils ont pris des notes très rapidement. Ils semblaient catastrophés puis ils sont partis en trompe. Ils sont partis en trompe. C'est très bien. Et ça veut dire que le monsieur, il te suit assidûment. Ça a l'air que j'ai un fan club. T'as un fan club? T'as des groupies? T'en as deux, c'est Oliver puis Benoît. Alors, mon cher Daniel, tu l'expliques d'ailleurs très bien dans l'article de Louis-Gilles Francoeur du Devoir de samedi le 11 septembre. Tu expliques ces choses-là qu'on vient de dire, à partir du débat public sur l'énergie. Mais là, Bouchard s'arrête pas en si bon chemin. La clique du gaz, transfert de gaz métro. On n'est pas propriétaire, actionnaire majoritaire de gaz métro. Ça nous appartient. Pas majoritaire, 43%. 43%, mais quand on dit 43% pour majoritaire, c'est que des fois, les participations des autres, c'est inférieur à 40%. Fait que, est-ce qu'on était majoritaire? C'est ça que tu vois. Certaines mesures, puis il faut pas oublier une chose, c'est que ça, c'est le réseau de distribution d'Hydro-Québec. Ce qui nous ramène à quoi?
Ce qui nous ramène au scandale du gaz naturel des années 50. Oui, ça, c'est... C'est-à-dire, parce qu'à cette époque-là, ça nous appartenait, ce réseau de distribution-là. Effectivement. Et peut-être que tu n'as pas entendu ça, mais hier a été annoncé le fait que le gouvernement du Québec annonçait avec fierté que Gaz Métropolitain devenait le fournisseur exclusif de gaz naturel pour les 30 prochaines années. Okay? Et ce matin, était annoncé que Gaz Métropolitain devenait une société publique et se retrouvait en bourse. Oui, c'est le bon timing. Hein? C'est le bon timing. On appelle ça arrangé avec le gars des vues. Oui, mais l'histoire se répète pas. Elle balbutie. Ben oui, ça, c'est pas nouveau. L'histoire bégaye. L'histoire bégaye, elle balbutie. Écoute, Lucien Bouchard et sa fameuse loi 116. Oui. Bon, c'est important, ça. C'est important. Là. Ça, c'est une autre étape sous le premier ministre, le règne de M. Lucien Bouchard, qui a duré de 95, le référendum. En 2001, à 2001, hein, il est parti. Puis il est allé dans le cabinet d'avocat Davis Ward Phillips Weinberg au 1501 McGill College. Là, j'ai pas l'adresse, là. Ben, moi, je connais par cœur. J'étais là cet été. Ah oui? Ben oui, moi, je ramasse les poubelles. Il faut les bouts de papier. Allez, vas-y. 116, loi 116. Ben, la loi 116, en fait, c'est que après le débat public sur l'énergie, il y a eu deux entités qui ont été créées, qui étaient l'Agence d'efficacité énergétique et la Régie de l'énergie. C'est ça. Le but de l'Agence d'efficacité énergétique, comme ça le laisse dire, c'est de faire la promotion et de trouver et de mettre de l'avant des projets d'efficacité énergétique. M. Caillé a ni plus ni moins tué l'Agence d'efficacité énergétique dans une certaine mesure, avec deux choses. Deux raisons, c'est que il a dit on n'ira pas de l'avant avec aucun projet qui va coûter plus de 3 cents du kilowattheure. Le fameux 3 cents. Oui. Et là, tous les projets d'efficacité énergétique, les projets solaires, les projets éoliens, j'imagine que tu en sais quelque chose. Les énergies renouvelables, tout ça, venait de les énergies renouvelables, là, ça veut dire que ça devient hors combat parce que ça coûte plus cher que ça. Ben oui. Et aussi, en faisant... Du kilowattheure. On s'entend, ça coûte plus cher que ça, du kilowattheure. 3 cents du kilowattheure. Exact. 3 cents, c'est très peu, là. 3 cents, c'est très peu. En fait, il n'y a plus aucun projet qui se fait en bas de 8 cents aujourd'hui. Parce que... Et c'est quand on est modeste. 3 cents, Daniel, c'est les anciens barrages qui sont déjà payés. Exactement. Depuis les années, parce que les nouveaux barrages hydroélectriques, on parle de 12 cents. Les petits mini-barrages, on est à 20 cents. Dans le 50 mégawatts et moins. C'est ça. Donc, ça veut dire que c'était impossible pour quelques projets verts que ce soit d'aller de l'avant. Et en plus de ça, c'est que tu pouvais créer une crise artificielle en disant on va pas de l'avant avec des nouveaux projets. On a passé quelques années à ne rien faire. D'ailleurs, M. Caillé a aussi coupé à peu près 50% du personnel de recherche de l'IREC. Il y en a mis plusieurs dehors qui étaient des gens très brillants. Et puis, c'est comme ça qu'il a pu nous faire croire pendant quelques semaines que le Surroi... Il s'en va vers le thermique, là. Il s'en va vers le thermique. Il disait, le Surroi, on va en avoir absolument besoin parce qu'on va manquer d'électricité. C'est ça. Là, il fallait créer une pénurie artificielle. Comme Enron a fait. Comme ça, la Californie. Comme la Californie, qui a permis à un gouverneur Schwarzenegger de se faire élire en pleine crise en 2001. Incroyable. Hein? La loi 116, la loi 116, ce que ça faisait, c'est que ça enlevait de l'œil de la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, son mandat, c'était de regarder de façon non politisée les besoins en électricité du Québec et de prendre des décisions pour le plus grand bien de la population, d'un point de vue économique et aussi d'un point de vue social et environnemental. Mais ça a pris le bord tranquillement. Et en retirant Hydro-Québec, les chiffres d'Hydro-Québec Production, et en regardant que Hydro-Québec Transport et Hydro-Québec Distribution... Et entre-temps, n'oublions pas que de façon providentielle arrive la fameuse crise du verglas en janvier 98. Oui, effectivement. Ça l'a aussi... ils ont profité de la crise pour accélérer des projets, là. Le projet de la ligne Artel des Cantons. La ligne, ça prenait ça, là. Ouais. Mais on disait que c'était pour alimenter le Québec. Mais ça, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise, nos voisins américains. Hein? Mais revenons à la Régie de l'énergie. La Régie de l'énergie, dans le fond, avec la loi 116, on a divisé. Puis ça, en fait, c'est pas une initiative de M. Caillé. C'est une initiative de M. Vandal. Il faut bien comprendre là, que celui qui pensait à toutes ces stratégies-là, c'était pas Caillé, c'était Vandal. Le bon Thierry. Celui qui est notre président actuel d'Hydro-Québec. Thierry Vandal. Et donc, ça faisait une division et on déréglementait l'énergie d'Hydro-Québec vers le marché extérieur. Lui, il voulait déréglementer vers le marché intérieur aussi. Ça n'a pas passé. Mais ça a passé proche parce qu'il y a même eu un décret qui a été signé pour faire en sorte que les gens qui n'étaient pas connectés directement au réseau, comme ceux des Îles-de-la-Madeleine ou de la Basse-Côte-Nord, auraient à payer, grosso modo, le prix du marché. Ça veut dire que du jour au lendemain, le prix d'électricité pour ces gens-là aurait quintuplé.
Puis ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène exactement avant le pacte de la nationalisation de l'électricité. L'époque des trosses, tout ça nous ramène avant incroyable. 1962. Incroyable. Donc, ce que ça veut dire, c'est que cette personne-là, M. Caillé et son équipe, qui sont arrivés à la tête d'Hydro-Québec, ont travaillé très fort et travaillent toujours très fort pour démanteler l'héritage de Jean Lesage.